Bonjour, bien donc dans cette nouvelle séquence de cours que nous commençons aujourd'hui, nous allons étudier la troisième déclinaison. Donc d'habitude le programme de troisième s'arrête là. Étant donné que l'année dernière, ceux qui sont en quatrième à l'heure actuelle n'ont pas eu cours pendant une grande partie de l'année, et que vous êtes groupés, on va anticiper. Donc on va commencer, on va voir ce programme de quatrième qui n'était pas très chargé, hein. C'était principalement la troisième déclinaison et puis un temps en plus. Donc comme on a finalement 2 mois en plus de cours à cause du confinement puisqu'il n'y a pas d'examen, on va en profiter pour voir la troisième déclinaison, ce qui, ce qui nous permettra d'aller un petit peu plus vite. Et de toute façon, pour ceux qui sont en troisième, j'avais créé 2 cours de quatrième grec, donc il y aura un autre cours de quatrième grec l'année prochaine, donc y a pas de souci. Ok, donc on y va. Alors, je crois que les quatrièmes, vous avez déjà reçu les feuilles. Donc on va voir un petit peu de civilisation sur Périclès, donc un homme politique très important du 5e siècle avant Jésus-Christ qui a vécu à Athènes, et c'est lui qui a vraiment fait la grandeur de la ville d'Athènes. Donc l'Antiquité grecque ne serait pas ce qu'elle est sans lui. Donc on va étudier un petit peu cela. Alors voici l'image de couverture de cette séquence de cours. Alors à partir de maintenant, les feuilles sont conçues pour être présentées recto verso. Donc, dans un cours fait comme cela en ligne, ça va être un petit peu compliqué, mais à chaque fois, vous allez voir, elles sont vraiment conçues pour être en vis-à-vis. Euh, bon, c'est pas grave, on y va. Donc, on va commencer par commenter cette couverture d'étape. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Je vous laisse observer un petit peu l'image. Alors, on voit déjà en arrière-plan la ville d'Athènes. Donc la ville d'Athènes qui est parfaitement reconnaissable, j'ai inséré des formes comme ça, je pourrais vous montrer plus facilement, qui est parfaitement reconnaissable grâce à ce bâtiment-ci, qui est le Parthénon. Donc vous pouvez noter P-A-R-T-H-E accent aigu N-O-N. Donc c'est le Parthénon d'Athènes. Euh, le Parthénon en grec ça veut dire maison de la Vierge. Donc ça veut dire que c'est un bâtiment qui a été conçu pour accueillir une immense statue de la Vierge. La Vierge par excellence pour les Grecs, c'est la déesse Athéna. Alors cette statue d'Athéna, elle n'était pas message zéro, voilà. Donc cette statue d'Athéna, ce n'est pas une statue de culte. Donc contrairement à ce qu'on pourrait croire, le Parthénon n'est pas un temple. Donc cette immense statue d'Athéna, c'était en fait la réserve monétaire de, d'une ligue militaire qui était convertie en œuvre d'art. C'est-à-dire que c'était une statue qui était faite de plaques d'ivoire et de plaques d'or, mais dès qu'on en avait besoin, on pouvait retirer les plaques d'ivoire et les plaques d'or pour les revendre et récupérer de l'argent à la place. Donc c'était vraiment une réserve d'argent. Donc cette statue n'était pas sacrée, donc c'est pour ça qu'on pouvait la détruire, et ce Parthénon a vraiment été construit pour accueillir cette statue. Donc je crois que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité où on construit vraiment un lieu qui ne soit pas sacré, qui ne soit pas un lieu de culte, pour accueillir une statue, alors que la statue est faite avant le lieu. Vous voyez? Bon, ça deviendra la mode après. Alors qu'est-ce qu'on voit d'autre sur ce dessin? Donc la ville d'Athènes n'est pas reconnaissable qu'à ce Parthénon, elle est reconnaissable à d'autres choses. Ici, vous voyez que vous avez une petite statue d'Athéna qui vous est plus ou moins reproduite en avant-plan ici, hein, en mouvement. Donc c'est une statue d'Athéna, la statue d'Athéna Pronaos. Donc c'est la statue qui accueille les visiteurs dans la ville. Donc on voit qu'on est dans une ville qui est sous la protection de la déesse Athéna. Une fois de plus, ce n'est pas une statue sacrée, c'est une statue qui est juste là pour indiquer qu'on est dans la ville d'Athènes. Le temple d'Athéna, il est aussi sur le Parthénon, mais il est plus loin, il est ici. Donc on reconnaît aussi la ville d'Athènes à ses propylées. Donc les propylées, ce sont ces grandes portes de la ville qu'on est d'ailleurs en train de reconstruire à l'heure actuelle, puisqu'on a tous les morceaux, donc on est en train de les reconstruire, de les restaurer. On restaure complètement en fait l'acropole d'Athènes depuis une vingtaine d'années. Okay. Qu'est-ce qu'on voit d'autre sur ce dessin? Donc notez-le, hein. Donc là vous avez les propylées, P-R-O-P-Y-L-E accent aigu E-S. Ici vous avez la statue d'Athéna. Et là, vous avez le Parthénon. L'ensemble, c'est l'acropole d'Athènes. Donc acropole, A-C-R-O-P-O-L-E. Toutes les grandes villes antiques ont un acropole. Donc acropole, ça veut juste dire le sommet de la ville. Donc c'est là où vous avez les bâtiments administratifs, les temples et
les remparts qui vont permettre aux habitants de se réfugier si jamais on est attaqué, si jamais ils sont attaqués. Ensuite, vous avez ici, à gauche, une représentation d'Athéna. Alors, on va commenter cette représentation. Donc, à quoi reconnaît-on Athéna? Déjà, elle porte un bouclier, voilà, et une lance, ce qui n'est pas courant pour une déesse. Donc, une lance, ainsi qu'un casque. Donc, à ces trois éléments, on reconnaît une déesse guerrière, la déesse Athéna. Sur son casque, vous avez des chars tirés par des chevaux, des griffons, etc. Bon. À quoi d'autre reconnaît-on la déesse Athéna? C'est la déesse de la guerre, et la guerre apporte la victoire. Donc ici, vous avez une petite représentation de la déesse Nike, qui a donné son nom à la marque Nike, une marque de sport, qui, quand vous la portez, vous apporte la victoire. Le logo de la marque Nike, c'est de manière stylisée les ailes de la victoire de Samothrace, une statue très célèbre dans l'Antiquité qui, à l'heure actuelle, est conservée au musée du Louvre. Donc, voilà pour la déesse de la victoire. Alors, la déesse de la victoire, j'ai une autre représentation, je vais vous la montrer. Non, c'est ma signature. Voilà. Donc, la déesse de la victoire, la voici. La déesse de la victoire, elle est toujours représentée sur une boule, sur une sphère, enfin toujours, souvent. Pourquoi? Bien pour nous montrer qu'elle vole. Donc c'est-à-dire que la sphère représente la Terre et elle vole à travers la Terre en permanence. Elle est toujours représentée sur la pointe des pieds, souvent sur la pointe d'un seul pied avec l'autre jambe en l'air. C'était un défi pour les sculpteurs puisqu'il fallait évidemment que la statue tienne et qu'elle ne tombe pas. Et donc vous voyez que d'une main elle tient la couronne de la victoire et de l'autre elle tient les palmes de la victoire. Dans son dos vous voyez ses ailes puisqu'elle vole, c'est une messagère des dieux. D'accord? Donc voilà pour la déesse de la victoire, je surveille le temps, ça va. Donc la déesse Nike, avec son vêtement plaqué par le vent sur son corps. Alors comment les sculpteurs arrivaient à rendre cet effet de vêtement plaqué sur le corps, sans ventilateur pour faire poser leur modèle? Bien tout simplement en jetant des seaux d'eau sur le corps du modèle. Et donc de cette manière, le vêtement était plaqué au corps comme sous l'effet du vent, alors qu'en fait il était juste plaqué au corps sous l'effet de l'eau. Ce qui était très sensuel, puisque évidemment sous le vêtement on devinait tout le corps féminin. On continue. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre qui permet de reconnaître la déesse Athéna? Vous voyez ici, elle a une espèce de baudrier, donc de dessus d'armure, en cuir renforcé, avec des espèces de trucs entrelacés tout le tour. Bon, je sais pas ce que j'ai fait. Avec des espèces de trucs entrelacés tout le tour. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement la peau de la chèvre amaltée. On le voit mieux ici en gros plan. Donc, vous voyez tous ces petits entremêlements, on se demande ce que c'est, ces espèces d'écailles, c'est quoi? Eh bien, c'est la peau de la chèvre amaltée. Donc, la chèvre amaltée, c'est la nourrice de Zeus. Où est-elle? Ah, je l'ai pas prise. Bon, c'est pas grave. Donc, la chèvre amaltée, c'est la nourrice de Zeus. Donc c'est une chèvre qui avait le pouvoir de vivre 1000 ans. C'est une nymphe en réalité qui a pris l'apparence d'une chèvre. Hein. C'est le premier animal du monde. Donc je vous en ai déjà parlé, je pense. Et donc c'est la déesse Rhea qui a créé cet animal, le premier animal du monde, pour s'occuper de Zeus et lui servir de nourrice. Alors pourquoi une chèvre? Alors elle avait une queue de poisson à la place des pattes arrière. Hein. C'est ce qu'a donné le Capricorne. Hein. Pourquoi une chèvre? Eh bien parce qu'elle est tout terrain, donc elle peut se sauver très vite même dans l'eau grâce à sa queue de poisson. Elle a des cornes pour pouvoir défendre le bébé au cas où il serait attaqué par un monstre. Elle a une petite barbiche qui va lui servir de hocher. Elle est évidemment herbivore, donc elle ne va pas bouffer le bébé. Et elle a des mamelles qui sont très proches du sol pour pouvoir allaiter le bébé sans devoir le porter. Le lait de la chèvre est aussi le seul lait qui est digeste par l'homme sans devoir être coupé. Le lait de vache est beaucoup trop gras, donc si vous buvez du lait de vache, vous êtes malade. C'est pour ça qu'on le dilue un peu. Bien. Alors quand cette chèvre est morte, cette chèvre avait la particularité d'avoir une peau invulnérable, comme la peau du lion de Némée, donc on ne pouvait pas la blesser. Quand au bout de 1000 ans elle est morte, en fait c'est 999 ans, Zeus a récupéré sa peau et s'en est servi pour s'en faire une espèce d'armure, de cape, qui pouvait le protéger contre les monstres. Et puis ensuite, quand son pouvoir divin était bien assis et qu'il a été placé sur le trône des dieux, qu'il ne risquait plus rien, il a offert cette peau de chèvre à sa fille Athéna, déesse de la guerre, puisque finalement maintenant elle en avait plus besoin que lui, sa fille chérie. Cette peau de chèvre, comment est-ce qu'on dit peau de chèvre en grec? Ça se dit aïgus. Donc c'est ce qu'a donné en français le mot égide. Donc E accent aigu, G-I-D-E. Donc ce que vous voyez là, c'est l'égide, vous le notez, hein.
c'est-à-dire la peau de la chèvre à malter. Et donc ce que vous voyez sur ces poils en fait qui sont